Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Parfait. On a la lourde tâche de démarrer cette longue journée dédiée aux technologies avec un très beau plateau et je vais vous représenter mes invités très brièvement. Donc, je vous présente Michel Chevalet, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, journaliste scientifique de renom, avec une spécialité et une appétence particulière pour tout le domaine du spatial. Et Michel me confiait qu'il avait démarré sa carrière à l'ORTF en 1972. Donc je vous laisse faire le calcul de son expérience télévisée, mais qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. À ses côtés, Oriane Gros, maître de conférence en neurosciences à l'Université de Côte d'Azur, directrice de l'UFR de médecine et du département d'orthophonie de la faculté de Nice. Que du département. Bon, écoutez. Et vous êtes également chercheuse au laboratoire Coptech, qui est en co-tutelle avec l'INRIA. Xavier Vasquez, au bout, vous êtes CTO d'IBM France. Alors on cherchait, vous voyez, le franglish est là, on cherchait la définition de CTO en bon français. Directeur des systèmes d'information, directeur technique, voilà, on en reparlera plus tard. Et vous êtes également data scientist. Et puis enfin, Sylvain Orduro, vous êtes entrepreneur, cofondateur de l'entreprise Visua. Et vous avez développé une plateforme qui s'appelle 3Dverse, mais on en reparlera au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Alors, de quoi va-t-on parler? A priori, technologie. Ça ne va pas vous surprendre. Où en sommes-nous dans les domaines respectifs de nos invités, dans leur domaine d'expertise, santé, éducation, informatique, spatiale, on va parler métaverse, on va parler intelligence artificielle, on va parler cloud. Je pense que ça va être des fils rouges durant toute cette journée. Quels sont les enjeux de ces nouvelles technologies? Quelles seront les prochaines évolutions ou révolutions technologiques? Alors on va faire un peu de prospective. L'idée c'est pas non plus de passer pour des devins, mais d'essayer de voir comment on peut se projeter dans les prochaines années en termes de technologie. Et puis est-ce qu'il reste des leviers? Quels sont-ils les leviers à faire sauter pour y arriver? Et enfin peut-être, et si on a le temps, d'aborder tout ce que ces nouvelles technologies alimentent en termes de mythes et de réalité. Donc voilà, faire la part des choses entre mythes et réalité. Et est-ce qu'on doit craindre ces technologies ou au contraire, est-ce que peut-être comme on en est tous là aujourd'hui, l'idée c'est plutôt d'expliquer, de faire de la pédagogie pour faire lever ces craintes. Alors j'avais envie de démarrer avec vous, Oriane, si ça vous convient. Vous, ce qui vous anime en ce moment, c'est le développement de nouvelles applications, notamment dans le domaine de la santé. Et plus précisément, vous m'avez parlé d'applications qui font appel à la sensorialité. Alors oui. Peut-être qu'on peut démarrer par ça, la sensorialité pour démarrer une journée. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, moi je travaille plutôt sur le thème de la sensorialité, que ce soit l'olfaction ou l'audition. Et c'est vrai qu'en tout cas, j'ai connu une différence. Il y a eu un réel impact de la Covid-19 dans les applications mobiles. Et avec à la fois la démonstration des frontières des nouvelles technologies, mais aussi l'élargissement de ces frontières. C'est-à-dire que pour la petite histoire, quand la Covid est arrivée dans nos vies de cliniciens-chercheurs, on avait un projet qui vérifiait l'efficacité de l'activité artistique participative chez des seniors, donc chez des personnes de plus de 65 ans, pour regarder l'effet sur leur santé et leur qualité de vie. Et au début c'était dans les musées, après on est passé à l'hôpital, et après on a dû tout arrêter, donc tout passer en distance. Et là on a vu la frontière, parce qu'on n'avait pas les outils, on n'avait pas la formation, et donc on ne savait pas comment les mettre en place. Mais en même temps, on a pu développer aussi, donc toujours sur ce pan sensorialité, des nouvelles applications et des nouveaux champs aussi de convergence. Je pense là, vous avez la démo Ma Madeleine, qui est dans l'espace démo. Et ça a permis de rejoindre des parfumeurs, des designers digitaux, des médecins ORL, des orthophonistes, des neuroscientifiques pour créer quelque chose de nouveau et des applications aussi qui pouvaient répondre à un besoin avec quelque chose qui est lié à la sensorialité, donc justement qui est aussi très difficile à mettre à distance.
Donc ça, c'était dans tout ce qui était rééducation olfactive, et ça répondait à un vrai besoin. C'est pour ça que je parle aussi d'élargissement. C'est, voilà, on le sait, hein, quand on est dans la santé, il y a de plus en plus de pénurie des professionnels de santé, et ces applications, ça nous permet de faire des prises en charge fréquentes et intensives, malgré le manque de professionnels. Donc tout l'enjeu là, de cet élargissement aussi des champs, c'est de se dire qu'il faut utiliser ces technologies pour apporter une meilleure prise en soin, mais tout en pouvant superviser par un clinicien aussi, et pour être sûr que les prises en soin se fassent correctement. Donc c'est vrai qu'en tout cas, moi je travaille sur l'olfaction beaucoup, sur l'audition aussi, avec des applications qu'on a mis en place pour tout ce qui est rééducation auditivo-cognitive chez des patients avant implantation cochléaire. Donc en bref, on remanie un petit peu l'organisation fonctionnelle du cerveau pour que les patients puissent mieux récupérer et un gain post-implantation cochléaire qui soit meilleur. Donc on développe des applications, voilà, que ce soit sur l'olfaction, l'audition et aussi la vision, dans le but d'améliorer les soins. Et par exemple, sur l'olfaction, l'application, elle fonctionne comment? Alors vous avez votre smartphone, vous téléchargez une application, c'est ça? Alors pour ma Madeleine, oui, c'est une application web. Alors après, il y a plusieurs types d'applications, hein. Soit c'est des applications qu'on appelle téléchargeables. Ça, on l'a notamment pour un projet qui s'appelle Orevas, qui travaille sur l'art et l'olfaction. Ma Madeleine, c'est une plateforme web qui permet aussi, en scannant, donc je vous invite à aller voir, hein, sur l'espèce des mots, mais en scannant avec votre téléphone, vous avez des odorants que vous utilisez, et là, on fonctionne en espèce de trait distinctif. C'est-à-dire que pour la rééducation, c'est vraiment la rééducation olfactive post-Covid, hein, pour toutes les personnes qui présentaient des troubles olfactifs persistants, ce qu'on appelle les Covid longs. En fait, on s'est aperçu que ce n'était pas tant la perte de l'odeur, alors qu'on expliquait aux gens, il faut sentir le citron, dites-vous que c'est du citron. C'était pas ça vraiment la bonne solution, parce que la majorité allait sentir le citron sur lequel ils s'étaient entraînés, mais ne connaissait plus, n'allait plus reconnaître tous les autres types de citrons. Parce qu'un citron, ça énorme de... Il y a beaucoup de citrons différents. Je donne l'exemple du citron, mais ça pourrait être sur autre chose. Et qu'en fait, c'était aussi les éléments distinctifs, les caractéristiques, ce qu'on appelle, nous, les traits distinctifs au niveau sémantique, qui allaient être perdus pour certains patients. Donc là, c'est vraiment un travail sur le réseau sémantique. Donc effectivement, on scanne l'odeur, on la sent, et après, on doit identifier tous les éléments qui peuvent s'en raccrocher sémantiquement. Il faut savoir que notre cerveau, il est fait, en tout cas, de fibres sous-corticales, on s'appelle le faisceau longitudinal inférieur, qui notamment gère notre système sémantique, où tous les odeurs, les mots, les objets vont être raccrochés à différents aspects. Donc ça peut être piquant, doux, jaune, plutôt des couleurs chaudes. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont dans un système sémantique. Et ça, on sait que pour certains patients post-Covid, ce système était atteint avec une perte d'activité, de connexion dans ces zones-là. Donc là, le but, c'était vraiment de travailler sur la profondeur de la représentation sémantique de l'odorat. Je ne sais pas si je suis claire. Mais si. Bon, alors, en tout cas, de toute façon, on aura un temps d'échange et de questions à la fin de la session. Donc, gardez bien vos questions en mémoire. Ça fait aussi un petit entraînement en ce début de matinée et on pourra y revenir. Et de toute façon, il y a effectivement la démonstration dans l'espace démonstration. Et puis, votre deuxième casquette, ou en tout cas votre deuxième défi du moment, c'est aussi faire entrer ces nouvelles applications et ces nouvelles technologies dans le champ de l'apprentissage et de l'éducation. Donc, si vous voulez nous en dire deux mots. Oui, effectivement. Donc, il y a 21 centres de formation universitaire en orthophonie en France. Hein, donc, je dirige celui de Nice. Et le problème qu'on a eu aussi pendant la Covid, hein, c'est que tout a été mis à distance et qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre aux étudiants et qui est très important, qui s'appelle les compétences cliniques. C'est-à-dire comment on est avec un patient, comment on crée la relation, comment aussi on respecte l'autre, comment on interagit avec lui, comment on peut mener ce qu'on appelle son anamnèse et aussi son plan de soins dans la meilleure entente et la meilleure relation comme ça entre soignant et patient. Et ça, généralement, on l'apprend avec des jeux de rôle ou avec des patients qui vont se présenter et avec qui on va regarder avec l'étudiant comment ils se comportent et comment ils procèdent à leur anamnèse, à leur plan de soins. Sauf que là, on n'avait plus la possibilité de le faire en présence. Donc, il fallait trouver des systèmes à distance.
Et donc là, on a développé une application qui s'appelle, pour le coup, c'est une application téléchargeable, donc c'est dans tout au système de Android ou Apple, qui s'appelle TeachMod, et qui a pour objectif en fait de laisser le temps aux étudiants de se dire, aux étudiants en santé, c'est une vidéo en fait, hein, on suit le clinicien et on suit le patient, et à chaque moment il y a un arrêt sur image, et on demande à l'étudiant, là, qu'est-ce que vous faites? Donc le patient arrive dans la salle d'attente, là, qu'est-ce que vous faites? Donc tout bête, hein, on se présente, parce que c'est aussi se mettre à niveau du patient, et ça permet aussi de rendre la situation moins stressante pour le patient, parce que généralement c'est quand même stressant, hein, quand on va faire une consultation. Et donc il y a tous ces moments-là où il y aura des arrêts sur image, et on va demander à l'étudiant, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et après, il y aura un feedback en disant, il fallait plutôt faire comme ci ou comme ça. Et là, ça peut être soit en autonome, soit accompagné aussi par l'enseignant. La deuxième chose, et ça, c'est vraiment le côté, les frontières qu'on a vues, par exemple, pour les compétences cliniques, on a essayé de passer au-delà pour quand même faire l'apprentissage nécessaire de ces compétences cliniques chez les étudiants. Mais il y a aussi le post. On parle beaucoup des effets Covid-19 et des effets que ça a eu sur toutes les applications mobiles, mais on a encore les effets maintenant. Et la première chose moi, que j'ai constatée quand j'ai revu les étudiants en santé, c'est que les étudiants en santé peuvent aussi, tout aussi être susceptibles d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des burn-out, d'avoir des phobies scolaires ou sociales qui vont s'installer. Et donc, il y avait quand même beaucoup d'étudiants qui avaient des difficultés émotionnelles. Et c'est vrai que je me suis dit quand même, en France, on n'apprend pas beaucoup les compétences émotionnelles, alors que c'est une compétence qui s'entraîne comme les mathématiques. En fait, ça reste une compétence cérébrale. Donc, on a mis en place une autre application qui s'appelle TeachMod RE. Et là, c'est en immersion 3D, hein, qui est faite avec un logiciel qui s'appelle Unity. Et l'étudiant est pris dans un scénario où à chaque fois, pareil, il y a des arrêts sur image, donc c'est vraiment immersif, et il doit dire qu'est-ce que je fais là pour réguler mes émotions, en sachant, pour le dire de manière très synthétique, on a deux façons de réguler nos émotions quand on les régule, hein. Soit on fuit, ce qu'on appelle la suppression de l'émotion, soit on réévalue la situation. Donc ça, c'est la réévaluation cognitive et c'est la meilleure solution pour réguler ces émotions. Donc là, ça nous permet d'évaluer les processus de régulation émotionnelle des étudiants, et aussi il y a une plateforme d'entraînement qui permet ensuite de les entraîner en disant là, il aurait mieux fallu choisir cette option-là pour réguler vos émotions de manière efficiente. Donc en tout cas, c'est des choses aussi qu'on a développées et qu'on continue à tester actuellement. Merci beaucoup, et puis on pourrait y revenir. Peut-être que la première leçon, c'est de se dire que pour dépasser les frontières, c'est peut-être aussi de mettre ensemble des disciplines qui au départ n'étaient peut-être pas amenées à se rencontrer. Et là, on parle de cliniciens et puis finalement derrière de technologie, d'informatique. Je ne suis pas une spécialiste, mais effectivement, peut-être une première manière de dépasser ces frontières technologiques, c'est de sortir un peu de son champ d'expertise et d'assembler plusieurs expertises pour arriver à des résultats tels que Oriane nous a présentés. Alors, sans transition, mais quand même un petit peu, je voulais passer la parole à Xavier Vasquez, puisque on voit, donc Oriane est plutôt clinicienne, mais forcément, derrière les technologies qu'elle développe en lien avec l'INRIA, il y a de l'informatique. Xavier Vasquez, vous êtes CTO chez IBM, on l'a dit, et donc vous avez un défi chez IBM, c'est dépasser les limites des technologies actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire ce que Oriane vient de nous décrire avec des applications, mais demain. Et donc vous, dépasser ces limites, c'est passer par l'intelligence artificielle, on va, je pense, en parler beaucoup toute la journée, et puis parler d'ordinateurs quantiques. Donc, allons-y sur l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques. Alors, merci pour cette question. On s'est parlé cette semaine et juste après, en fait, j'allais au dentiste et je me suis dit que si déjà on pouvait enlever la douleur chez un dentiste, on ferait un bond technologique incroyable. Mais plus sérieusement, en fait, il faut savoir que la technologie, elle a beaucoup évolué. Elle a fait des progrès qui se sont accélérés en fait ces dernières années. Et
Et pourtant, il reste des défis qui restent incroyables et qui sont aujourd'hui inatteignables par des technologies classiques. Alors, vous pouvez avoir le plus puissant des ordinateurs dans la planète, il reste des points où on n'arrive pas à les adresser. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est nourrir la planète. Ça paraît simple comme ça, mais vous savez que la population, elle croît de manière significative. On va atteindre les 10 milliards d'ici peu. Et que notre réponse à ça, en tant que, on va dire, la population mondiale, c'est d'utiliser des engrais. Pour utiliser des engrais, une tonne d'engrais, pour fabriquer une tonne d'engrais, il vous faut brûler une tonne de combustible. Ça représente 2 à 3% d'émissions de CO2 au niveau mondial. Donc vous voyez qu'il y a un défi ici majeur. Et pendant des décennies, des chercheurs essayent de s'inspirer de certaines plantes qui restent malheureusement rares, qui arrivent à générer naturellement des engrais. Et on se projette et on se dit que si le blé ou si un certain nombre de notre nourriture arrivait à générer les engrais de manière naturelle, c'est-à-dire à faire ce processus de catalyseur, on va dire, eh bien, ça résoudrait un certain nombre de problèmes. Et en fait, on sait par où aller. On connaît le chemin pour aller chercher en fait cette synthèse naturelle. Mais il nous manque de la puissance de calcul. Donc on parle beaucoup de chimie, de modélisation moléculaire, on parle beaucoup de choses comme ça, mais il faut savoir qu'on peut modéliser des interactions entre molécules, mais ce sont des molécules qui sont très simples. À partir du moment où le nombre d'atomes autour des molécules augmente de manière significative, même la machine la plus puissante du monde n'arrive pas. Et ce type de problème-là apparaît dans d'autres domaines. La capture du CO2, la conversion du CO2 en hydrocarbures, créer de nouveaux matériaux, des polymères pour alléger les avions et pour qu'ils consomment moins. Dans la médecine, la santé, donc créer de nouveaux médicaments. On parle beaucoup de résistance des antibiotiques, donc quelles vont être les molécules de demain. La finance, comment rendre la finance plus prédictible. Aujourd'hui, on a une finance qui utilise des modèles, par exemple, qu'on appelle de Monte-Carlo, des choses comme ça. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas une prédictibilité très fiable. Et puis les batteries, on parle beaucoup des batteries, mais les batteries, elles ont des métaux qui sont lourds, elles ont des cycles de charge qui sont courtes, mine de rien. Hein. On rêve de batteries qui fassent 100 000, 200 000 km d'autonomie. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que la technologie a ses limites aujourd'hui. Et donc, on travaille justement à pousser ces limites-là pour trouver d'autres façons de calculer. La première façon de calculer, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez remarqué qu'on en parle beaucoup en ce moment. On parle de quelque chose qu'on appelle, scientifiquement parlant, les modèles de fondation, ou IA générative. Et là, on a une approche qui est différente de, je dirais, l'intelligence artificielle classique qu'on a utilisée pendant des années. On va prendre un grand nombre de données textuelles, d'images, etc. Et puis, on va pouvoir finalement interagir avec le système. On va pouvoir, si je prends un exemple que l'on fait avec la NASA, on prend des images satellites, on prend des publications scientifiques, parce que, alors pourquoi des publications scientifiques? C'est que si vous prenez des données qui sont issues de Wikipédia ou de Twitter, malheureusement, l'IA, elle va avoir des biais, des jugements sociaux, et elle va se comporter d'une certaine façon. Donc ce que l'on fait chez IBM, c'est de cadrer absolument ces données-là. Donc on va prendre des données qui sont fiables. Une publication scientifique, c'est une donnée qui est fiable parce qu'elle a été revue par des pairs. Et donc on peut lui faire confiance. Et donc on va accumuler un certain nombre d'informations. Pourquoi je parle de ce cas avec la NASA? Parce que demain, on peut interagir avec le système en disant, bah tiens, j'utilise tel type d'aérosol dans telle zone géographique, est-ce que ça a un impact sur le changement climatique? Ou il y a un feu de forêt en Aquitaine, quel va être l'impact sur la qualité de l'air dans les zones environnantes? Ou je prévois une canicule cet été, quel va être l'impact sur le rendement de mon blé? Donc on voit que l'approche en fait, de l'intelligence artificielle va être vraiment différente et que demain, lorsque je parlais de molécules tout à l'heure, eh bien, on peut remplir une intelligence artificielle comme ça avec des bases de molécules existantes. Et en fait, on va pouvoir créer de nouvelles molécules à partir de rien, qui n'existent pas. Donc on est dans un processus de
Alors création, c'est un grand mot, mais disons de créer de nouvelles choses qui vont derrière pouvoir résoudre les problèmes que j'ai évoqués. Et puis le quantique, pour vous donner un exemple du quantique, je vais vous faire un calcul de mathématiques, donc accrochez-vous un petit peu, parce que ça peut paraître compliqué. Vous savez tous faire une multiplication. Si vous multipliez A fois B et que ça donne N, on va dire, si vous mettez ce calcul-là, donc vous prenez des grands nombres, hein, je me réfère à une taille d'un grand nombre, donc une grande multiplication, un système standard va vous mettre 0,0025 secondes à calculer. Là, pas de problème. Si vous utilisez un ordinateur quantique, ça va vous mettre 75 secondes. Donc là, en général, les gens me disent, ça ne sert absolument à rien pour faire une multiplication, on ne va pas utiliser le quantique. Effectivement, on ne va pas utiliser le quantique. Par contre, le processus inverse, qui est de trouver A et B qui font N, est beaucoup plus complexe pour un ordinateur classique. C'est-à-dire que si les chiffres sont très très grands, on parle de 2048 bits dans notre langage, eh bien un ordinateur classique va mettre 4,8 milliards CPU année. Alors c'est un peu technique, mais je vais vous expliquer. Un CPU année, c'est en gros ce que délivre une machine qui fait 1 million d'opérations par seconde en une année. Donc 4,8 milliards CPU année, vous prenez 1 million, vous le multipliez par 60 secondes, par 60 minutes, par 24 heures, par 365 jours et par 4,8 milliards, et vous obtenez en fait le nombre d'années qu'il vous faut pour faire ce calcul. Alors, s'il y en a un qui est capable de le refaire à l'issue de la conférence, je suis preneuse. En gros, je pense qu'il y a plusieurs générations devant nous qui ne verront pas le résultat de ce calcul-là. Et si je vous dis qu'avec un ordinateur quantique, on pourra être capable de faire ça en 8 heures. Et ce petit problème de multiplication inversée, ce tout petit problème, se retrouve dans bien nombre des défis dont je vous ai parlé au tout début. Donc c'est pour vous montrer qu'on essaye de changer un peu la manière dont on calcule, d'approcher en fait les problèmes d'une autre façon pour pouvoir faire ces calculs. Et pourquoi on le fait? Il y a un prix Nobel qui est connu, qui est Richard Feynman, qui à un moment a dit si vous voulez vraiment comprendre la nature, il faut calculer comme la nature. Il faut utiliser de la mécanique quantique si vous voulez comprendre les molécules, les atomes, comment fonctionne ce monde de l'infiniment petit qui est sincèrement très différent de ce que l'on peut voir dans notre monde visuel, je dirais, dans notre monde à nous. Mais Richard Feynman, il dit, si vous voulez comprendre cette nature-là, il va falloir vous comporter comme cette nature-là, c'est-à-dire utiliser les propriétés de la mécanique quantique pour pouvoir calculer. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc finalement, retour aux sources pour dépasser les frontières. C'est un paradigme assez intéressant et bien sûr, on pourra y revenir. Je voulais du coup passer la parole à Monsieur Orduro. On parlait réalité, vous allez nous parler virtualité. Peut-être nous dire 3 mots de votre plateforme 3Dverse. Et puis vous, quand on s'est parlé, vous me parliez de démocratisation de l'accès à la 3D. Vous m'avez parlé cloud. Donc peut-être démarrer par la plateforme 3Dverse et puis ce métaverse aussi peut-être qui suscite tout un tas de questions et d'interrogations. Oui, alors donc la démocratisation de la 3D, on la connaît déjà puisque vous connaissez tous un peu les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, en fait, quelle que soit la complexité du monde qu'on va simuler, il faut avoir du 30 images par seconde. Si vous avez en dessous, l'image elle va être saccadée et le jeu ne va pas être jouable. Donc c'est une industrie qui existe depuis maintenant plus de 40 ans et la 3D est arrivée dans les années fin des années 2000. On a eu des cartes graphiques qui venaient suppléer le processeur. On parlait de CPU tout à l'heure. Bon, le CPU il a été supplanté par donc ces cartes graphiques qu'on appelle des GPU. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde peut acheter des cartes graphiques dans son ordinateur. Vous en avez tous déjà dans votre téléphone portable. Et ça permet de soulager le processeur de toutes les tâches qui sont parallélisables. C'est-à-dire que quand vous allez calculer l'image d'un monde virtuel, il y a plusieurs passes de rendu. La première passe, ça va être, par exemple, trier les objets. Ensuite, ça va être de choisir leur couleur. Ensuite, d'appliquer de la lumière. Ensuite, il y a de la physique, parce qu'on va déformer les objets ou ils vont collisionner. On va apporter tout ça. Donc en fait, le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la simulation. Et avec les écoles de jeux vidéo avec qui on travaille aujourd'hui, on apprend aux jeunes, leur dire, vous savez, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie.
derrière, vous pouvez les appliquer à ce qu'on disait tout à l'heure, donc la simulation sur des molécules, de la simulation dans le médical, on fait ça tous les jours, où là, effectivement, ce que tu venais de dire tout à l'heure, Oriane, effectivement, simuler un environnement dans lequel les gens vont interagir. Donc si cette simulation, elle ne se fait pas à 30 images secondes, on n'est pas dedans. Voilà, ça accroche et le cerveau, il n'est pas tweaké. Quand vous voyez le film Roger Rabbit, c'est le premier film au cinéma dans lequel vous avez un lapin. Pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est bientôt Pâques, mais il n'existe pas en fait. En fait, il a l'air tellement réel dans le film, il joue avec la lumière, il y a des ombres portées, il y a la physique, il prend de l'eau. Enfin, dans tout le film, il est vraiment, on appelle ça de la rotoscopie, image par image, l'image est calée, et du coup, le cerveau, il adhère, donc il tweak. On a vraiment l'impression que le lapin est dans l'image. Alors que dans les films des années 50, quand on voyait des monstres en carton-pâte, on n'était pas vraiment dedans. À la limite, comme c'était nouveau, on pouvait un peu se projeter, mais aujourd'hui, on se dit, oh, ça a quand même mal vieilli quand même. Ou c'est comme quand on voit des Minitel dans Star Wars. On se dit, ça s'appelle du futur antérieur. On imagine le futur avec des outils d'aujourd'hui. C'est une des problématiques de prospective d'ailleurs. Bref, revenons dans le sketch. Le jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie au monde avec tout ce qui est fashion business, on va dire, tout ce qui est mode. Et ça a un impact important sur la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une carte graphique, ça consomme à peu près 200 watts. Voilà. Vous, c'est 100 watts de l'heure. C'est pour ça que ça se réchauffe depuis tout à l'heure. On n'est pas plus nombreux. Donc, 100 watts. Les nouvelles cartes qui vont sortir, elles vont consommer jusqu'à 800 watts. Vous savez combien vous consommez de watts chez vous? Bon, enfin, toujours pour dire, je vous spoil tout de suite, vous mettez 2 cartes graphiques dans votre PC, vous ne pouvez plus allumer votre grille-pain, quoi. Voilà. Il y a 20 millions de joueurs aujourd'hui sur Fortnite. Fortnite, c'est une grosse plateforme que bien des parents connaissent, des fois à leurs dépens, parce qu'ils aimeraient bien que les enfants fassent autre chose. Et Fortnite, en fait, 20 millions de joueurs. Donc, vous imaginez dans le futur combien va être de millions et de milliards à, pas forcément jouer, mais à simuler des mondes, parce qu'on va avoir besoin, par exemple, le GPS, visualiser un endroit en 3D, un musée, faire une simulation médicale pour faire une intervention chirurgicale. On va consommer de plus en plus de simulations. Et nous, en fait, on a été amené à cette confrontation de dire effectivement la population mondiale va monter. Les données sont de plus en plus précises, donc elles sont de plus en plus lourdes. Un scanner avant médical, c'était 80 coupes. 80 coupes, ça mettait 40 minutes de calcul, c'était il y a 20 ans. Et en fait, aujourd'hui, vous avez 800 coupes sur une demi-seconde, donc c'est plus 40 minutes. Et puis des fois, on fait plusieurs scans. Si vous faites une injection, il y a le temps artériel, portal, tardif pour voir la circulation du sang dans le corps. Vous verrez, on a des examens qu'on pourra vous montrer tout à l'heure en salle démo. Et là, les données sont monstrueuses. Alors, je ne parle même pas de faire de la simulation sur le corps humain avec les tissus mous, toute la physique du corps humain. C'est très complexe. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. On va faire appel à de l'intelligence artificielle pour modéliser et prédire des interventions, des voies d'abord, des choses comme ça. Et puis aussi mieux communiquer avec le patient. Parce que si l'image est intelligible, le patient peut plus facilement embarquer. Si on vous montre une image en coupe, c'est un peu comme une tranche de jambon. Vous ne savez pas à quelle partie du cochon ça appartient. Même moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir une véritable vision 3D à 30 images secondes, ou 60, ou 90 images secondes, parce qu'évidemment, les écrans, ils sont de plus en plus rapides. Donc vous voyez, c'est vraiment une croissance qui est énorme. C'est plus de monde, plus de fichiers aussi qui ont des formats tropicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un modèle d'architecte, il faut la bonne version logicielle, la bonne version du format, et une configuration matérielle qui est une configuration de gamer, comme on dit, c'est-à-dire une grosse carte graphique et tout ça. Et tout le monde n'a pas accès à ça. Donc la démocratisation de 3D, c'est de dire comment je vais pouvoir donner accès à tous ces environnements complexes sur votre téléphone, là, tel qu'il est aujourd'hui. Là. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc on a créé une plateforme qui est comme un système d'exploitation. Vous voyez, Windows est un système d'exploitation. Avant le système d'exploitation, on n'avait pas de système d'exploitation. Donc du coup, pour écrire bonjour, par exemple, sur l'écran, il fallait programmer. C'est-à-dire qu'il fallait envoyer les instructions à la base de registre, enfin, à tous les composants qu'il y a dans l'ordinateur, pour pouvoir communiquer avec le clavier, communiquer avec l'écran, et ça prenait du temps. En gros, c'est 800 lignes de code en assembleur, donc le langage machine de base. Et quand l'operating system est sorti, on pouvait faire juste affiche bonjour. Voilà, ou aller sur Word, une application qui va par-dessus le système d'exploitation et qui nous permet d'écrire naturellement bonjour. Voilà. Comment ça se passe dans le cloud? Parce que là, on n'est plus sur un micro-ordinateur, mais sur des systèmes de microservices. Le cloud, en fait, c'est pas que du stockage de données, de fichiers, comme vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, quand vous mettez sur iCloud vos photos et vos vidéos. C'est aussi des applications. Et en 2011, j'avais fait une
une conférence pour expliquer que dans le futur, on mettrait ces fameuses cartes graphiques dont on a parlé au départ, qui viennent du jeu vidéo, dans le cloud pour créer des applications de nouvelle génération, c'est-à-dire créer des applications qui vont utiliser et exploiter les données qui sont stockées pour du calcul, pour de l'intelligence artificielle ou du computer graphique, c'est-à-dire modéliser des mondes. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a pris 10 ans parce que le temps que les infrastructures se construisent, que la 5G arrive, le 4G, enfin toutes ces technos de communication existent, ça a pris du temps. Et là, nous, notre plateforme est sortie seulement depuis 2020. Et du coup, ça vous abstrait de toute la complexité du chaînage de ces microservices, c'est-à-dire des services de base de données, c'est-à-dire comment les données sont organisées, comment on y accède, comment on les trie, comment on les traite, comment on les sécurise. Il y a 130 microservices en tout. Donc pour les spécialistes, c'est des noms qui sont complètement barbares, mais un ingénieur cloud, ça coûte très cher et c'est très rare. On n'a pas eu le temps de les former rapidement. La techno est sortie bien avant qu'on ait eu le temps de former tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui avec les data scientists, on a plein de data scientists, il y a de tout. Il y a des gens qui savent très bien travailler, puis il y a des gens qui font de la data science, on ne sait pas comment. Ça reste abstrait. L'IA, c'est pareil, on ne sait jamais, c'est une boîte noire, il y a des choses et on comprend les craintes parce que quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière une machine, c'est compliqué. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de démocratiser l'accès à ça. C'est-à-dire que quand on crée un monde chez nous, en fait, c'est une zone de mémoire du cloud qui permet à chacun de créer une caméra virtuelle. Vous allez vite comprendre, en gros, vous avez un monde virtuel, vous créez une caméra dedans, et ce que voit cette caméra, vous la pilotez avec votre doigt ou votre souris, ou quand vous avez votre casque, quand vous promenez comme ça, les données de mouvement sont transmises à cette caméra, et cette caméra vous renvoie un flux vidéo, comme YouTube. Donc si vous savez lire du YouTube, vous savez utiliser notre plateforme. Et donc tout le monde sait faire ça. L'avantage, c'est que la qualité d'image sera la même pour tout le monde, quel que soit le dispositif. On ne va pas disqualifier les étudiants parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un gros ordinateur puissant d'accéder à la qualité. Pareil pour le diagnostic. Vous imaginez un radiologue, mon ordinateur il lit pas plus de 80 coupes, alors vos examens de 800 coupes, on va retirer des coupes et du coup on va passer à côté du diagnostic. Ça c'est pas possible. Donc c'est vraiment un paradigme différent. Moi ça fait 20 ans que je suis dedans, ça fait mon 4e moteur 3D que je fabrique. Et il est parti de rien. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a parlé d'Unity. Unity a été créé dans les années 90. C'est une sorte de plateforme qui permet de créer des mondes, mais à partir d'un ordinateur en isolation. Vous êtes tout seul. Quand vous jouez notamment aussi à Fortnite ou à tous ces jeux 3D, vous calculez sur votre machine. Et si votre expérience est faite sur votre machine, elle dépend donc de la puissance, de la mémoire et de la taille des datas qui sont dedans. Donc là, en fait, on a donné naissance à un operating system qui permet de créer des applications, comme ça avait été prévu il y a 10 ans, à créer des mondes et de la simulation. Donc ça peut servir à plein de gens, pas qu'aux jeux vidéo, effectivement, mais ça dérive du jeu vidéo. On va mettre à l'intérieur de l'IA des humains. Donc en gros, c'est les humains, les logiciels et les matériels ensemble. Ce qu'on appelle le métaverse, en fait, c'est la réunion des tout. Si vous avez vu Matrix ou Ready Player One, l'idée, c'est de converger sur une interface qui s'appelle donc le métaverse, où les humains, les machines et les logiciels peuvent communiquer. Un exemple tout bête, votre frigo, il a des capteurs. Les capteurs, c'est des machines. Et ces machines, je peux très bien faire remonter les informations dans ce métaverse pour que les humains puissent contrôler via le logiciel la température de vos produits. Ça peut servir aussi pour la circulation, l'urbanisme, pour le médical, pour toute information. Vous êtes le médecin, vous avez un cockpit et vous avez toutes les constantes de votre patient devant vous. Pas besoin de regarder à droite, à gauche, ressortir les radios d'il y a 6 mois parce que dans le chemin de votre opération, il y a une information qui manque. Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Le métaverse en fait sert à réunir tout ça et c'est dérive du jeu vidéo. Et on va essayer justement d'avoir un impact un peu moins fort sur la planète parce que si on devait avoir une carte graphique par utilisateur, on n'aura jamais assez de ressources pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Voilà. Donc nous, en fait, on fait de la mutualisation et le cloud sert à cet effet. Voilà. Dépasser les frontières, c'est donc avoir Roger Rabbit qui sort de notre téléphone portable d'ici quelques temps. On en reparlera, bien évidemment. Alors du coup, je voulais terminer cette première session de propos liminaires par vous. Michel Chevalet, on parle de protection de la planète. Mais alors vous êtes spécialiste de ce qui se passe au-delà de notre planète.
que Pas cela. que ça, pas mais, que cela. Mais, enfin, ça a mais occupé, entre autres. ça m'a permis de faire ma carrière à la télévision, C'est avec ça. des maquettes, avec des petites fusées. D'accord. Donc partons de la maquette et puis peut-être dans un système un petit peu justement de prospectif. Donc aujourd'hui on parle de la Lune, de Mars. On en est où en fait de cette conquête spatiale et de ce qu'on peut retirer de ce qui se passe au-dessus de nos têtes? C'est passionnant, ça bouge, c'est ça qui est important. Je voudrais juste faire une petite pause, revenir en arrière. L'ordinateur quantique, moi j'étais prof de maths, hein, me passionne. Tout de même une petite précision. Quand on veut maintenant s'interroger sur notre monde est un univers extrêmement complexe, de plus en plus complexe. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la météo, j'ai monté, c'est moi le premier qui a monté le service météo de TF1, personne n'y croyait à l'importance qu'allait prendre la météo et la climatologie. Maintenant, vous voyez bien. Et donc, la modélisation, le problème de la météo, il y a la météo au quotidien, c'est-à-dire la prévision, c'est ce qui intéresse les gens. Et puis du côté des scientifiques, c'est de voir l'évolution prospective, qu'est-ce qui va se passer sur le climat de la planète. Un truc de fou, un truc complexe. Et je prends toujours cet exemple. Vous avez une masse d'air qui se déplace, on sait la modéliser, on a la courbe, la température encore, ça fait une masse de données, mais on le sait. Et puis il y a une colline. Et la colline fait qu'elle va perturber, dans nos basses couches de l'atmosphère, l'écoulement de l'air. L'air va monter. S'il monte, il se refroidit, évidemment. Mais ça va engendrer un tourbillon. Vous le sentez en avion, quand on passe sur le truc, il n'y a pas de trou d'air. L'air est toujours là. Simplement, il y a une variation de pression de l'air, de la répartition de la pression de l'air sur l'aile, et qui fait que ça engendre des vibrations, et l'avion répond, et vous le voyez, par l'élasticité de l'aile. Si les ailes étaient rigides, elles casseraient. C'est ce qui se passe sur les premiers avions. Et donc là, déjà, mathématiquement, il faut savoir quelle va être la qualité de la masse d'air qui va être de l'autre côté. Et ça vous donne des choses que vous connaissez maintenant, l'explication. Vous avez la masse d'air atlantique, chère à Loïc, les Bretons. La Bretagne, c'est une étrave de bateaux. On prend le flux d'Atlantique, et puis derrière, il y a déjà il y a une falaise, ça modifie. Et puis après, il y a les collines du Perche. Et on s'aperçoit que la masse d'air a complètement changé quand elle arrive sur la Normandie. Et que la masse d'air qui était douce, tiède, en arrivant à Brest, quand elle va arriver sur le Perche, on va perdre en température, et là, on va avoir des gelées. Et qu'on ne comprend pas pourquoi ils gèlent en Normandie alors qu'ils ne gèlent pas en Bretagne. Vous voyez, tout cela, vous mettez ça dans des machines, et il faut des machines extrêmement puissantes et des temps de calcul qui fait que quand on a le résultat, la masse d'air est déjà passée. Donc voilà, c'est pour illustrer votre propos. Et puis le dernier point, la dernière remarque, je me tourne vers ma copine de Sciences et Avenir. Moi j'ai débuté ma carrière, j'étais prof de maths, pour tout vous dire, et je commençais à faire des articles dans Sciences et Avenir. On peut les retrouver, elle le sait. Et donc, j'aimerais qu'il vous fasse un numéro sur la mécanique quantique et les ordinateurs quantiques, ma chère. Là, j'attends un bon papier voilà. C'est une commande d'un journaliste, tu vois. Voilà. Bon. Alors, on va revenir sur le spatial. Alors, je me méfie beaucoup, de vous à moi, de la prospective, à raconter quelques anecdotes. Je suis très ami, pour différentes raisons, avec Bertrand Piccard, l'homme qui a fait l'avion solaire, qui est un mec génial. Et j'ai fait pas mal d'émissions à la télévision suisse. Et Piccard, je l'aime beaucoup, dit, imitant l'accent vaudois des Suisses, traînant, mais il ne l'est pas du tout. Hein. Et il dit, ah, les Français, vous êtes géniaux. Ah bon, vous avez plein d'idées, mais vous faites midi moins 5. Alors pour un Suisse, dire midi moins 5, vous comprenez. Alors je lui dis, explique-moi. Ben, il dit, voilà, je vais te donner l'explication. Je prends des exemples, c'est plutôt de la technologie pour Loïc, et non pas de la science. Mais regardez ce qui s'est passé dans notre monde. Les Français, après la guerre, ont fait la Caravelle. On fait la Caravelle, moteur à l'arrière, ça dégage les plumes de l'avion, donc meilleure finesse, etc. Sauf qu'elle avait des mauvais moteurs, bon, on n'était pas des bons motoristes. On fait la Caravelle, mais on oublie. Donc génial la Caravelle. Mais on oublie que l'avion, c'était élitiste. C'était fait pour les hommes d'affaires. La Caravelle était faite juste que pour Paris-Alger, je te signale, au départ. Hein. Voilà. Courte vue française. Mais on avait oublié qu'il y avait des bagages. Et la Caravelle, vous l'avez pris, moi, il n'y avait pas de soute à bagages. Et donc, invendable à l'exportation. On en a fait 282.
Et les Américains, McDonnell Douglas est arrivé, a dit mais c'est génial là, les moteurs à l'arrière. Ils ont fait le DC-9 et toute la lignée des DC-9, mais ils ont vendu plusieurs milliers parce qu'ils avaient une soute à bagages et les bagages, c'est pas les bagages individuels, on vient avec sa petite valise. Là. Non, on met ça dans des containers qui ont des normes standards. Je prends l'exemple du TGV. J'ai fait les premiers reportages, la naissance du TGV en 72. Personne n'y croyait. On était à bonne locomotive et bon wagon. Faire un engin qui roule à 300 à l'heure, c'est toujours une performance technique de tous les jours. Les gens ne s'en rendent pas compte. Un avion décolle à 240. On roule à 300 en manche de chemise, hein, tout de même. Eh bien, regardez le TGV. Techniquement, il est remarquable. C'est un travail de... Je ne suis pas polytechnicien, moi je suis Kazar. Mais on avait oublié que les gens, on a dit, il va faire Paris-Lyon en 2 heures, les gens vont être fascinés, ils n'auront pas le temps de pisser, ils n'auront pas le temps de manger, ils n'auront pas le temps, vous voyez le résultat. La voiture barre, vous l'avez vu, est triquée. Mais ils l'avaient oublié. Attendez, ils l'ont ravaudé, ils l'ont fait au dernier moment. Il est invendable, c'est terrible à dire, le TGV, on ne le vend pas. Quand on l'a mis en Espagne, on l'a donné. Enfin, je pense que tu connais l'histoire. Le producteur était le patron de la SNCF. À Séoul, le Coréen, on l'a donné moyennant des échanges commerciaux. Mais il est invendable. Qui vend des trains à grande vitesse et qui sait les faire? Parce que c'est une technologie qui a diffusé. Puis je vais revenir sur le spatial. Ben, c'est les Chinois, c'est Mitsubishi et les Espagnols maintenant, et les Coréens qui sont présents sur le marché international. Mais nous, on ne vend pas de TGV. Vous voyez? Donc on fait -5. Et puis le dernier point, que vous connaissez tous, que j'ai vécu, le Minitel. On a tous connu le Minitel. Il y avait dans le Minitel tous les ingrédients pour aller vers Internet. Bon, il n'y avait pas les microprocesseurs encore. Bon, on est passé à côté. Voilà. Et voilà. Parce qu'on a voulu faire un terminal le plus con qui soit. Pourquoi fallait-il que ce terminal soit nul? Parce qu'il ne fallait pas donner le pouvoir à Mme Michu de pouvoir accéder librement à des banques de données. C'était toujours la mentalité de France Télécom, de la DGT, la direction des télécoms, de garder, de contrôler le pouvoir. Donc on a fait un terminal qui était le plus simple. Ça marchait, hein, mais malheureusement, c'est arrivé la suite. Alors on est bien dans le spatial. Alors c'est vrai que le spatial, ça a été tout de même une révolution pour Mme Michu. Truc qui tient en l'air sans moteur. Hein. Une fois que c'est lancé, il n'y a plus de frottement. Bon. Ça a été avant. Et ça a amené, c'est né sous les auspices d'une compétition militaire. Évidemment. Et quand les Russes qui avaient cru, enfin les Soviétiques avaient fait une énorme fusée pour l'époque, la Soyouz, qui est toujours en fonctionnement, c'est la chaudronnerie spatiale, hein, la Soyouz. Ça marche bien. Eh bien, les Américains n'y avaient pas cru. Les Américains, je me souviens bien de ça, je débutais ma carrière, Eisenhower, qui était le président des États-Unis, quand on lui parlait des fusées, il disait allons donc, la guerre fêtée, on va faire des B-52 et on va faire tourner en permanence des B-52 avec des bombes atomiques dedans, et en cas d'alerte, il y en a un qui va aller, boum, voilà. Et les Soviétiques, eux, qui avaient déjà travaillé sur les orgues de Staline, etc., ont fait un lanceur, on demandait à Korolev de faire grosse machine, grosse fusée, qui est capable d'emmener une bombe atomique de Baïkonour, en Kazakhstan, enfin de la Russie, sur la tête des Américains, c'est-à-dire une portée de 8-10 000 km. Et comme ils ont eu cette fusée militaire, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? De la communication, c'était très fort, eh ben on va balancer une boule de métal, 83 kg, Sputnik 1, qui ne servait à rien. Bon, mesurer c'est rien du tout. Elle faisait bip bip. Ça médusait le monde. Mais quel gifle pour l'Amérique qui n'y avait pas cru. Vous voyez le truc. Et donc après, on a mis un homme dans l'espace. Alors là, l'Amérique était KO. Et d'où ça a lancé? Les Américains étant tellement KO. Et là, c'était Kennedy qui, à l'époque, n'y croyait absolument pas, a dit, on va aller sur la Lune, on y arrive. C'est con, c'était le truc. Mais pourquoi la Lune? Parce que c'est intéressant, parce qu'on la voit, c'est assez près pour pas être trop compliqué, parce que le voyage dure 3 jours, on parlera de Mars, et assez loin pour demander des gaps technologiques. Vous voyez, finalement, elle est pas mal, la Lune, à 380 000 km. C'est pas mal, ni trop près, ni trop loin.
Et c'était donc ce défi. Et il a fallu faire une fusée gigantesque, on va y arriver, il a fallu concevoir, modéliser, et les ordinateurs. La grande force des Américains, ça avait été la simulation, que n'avaient pas les Russes, et ils ont calé pour la Lune, parce qu'ils n'avaient pas la modélisation. Moi, je me souviens très bien, je une anecdote, le premier Français qui part dans l'espace, Jean-Loup Chrétien, 80. Donc nous, les journalistes, difficile d'y accéder. On essayait d'y aller dans le sillage des officiels, mais c'était le grand secret des militaires. Et donc, on prend Jean-Loup Chrétien dans un coin, les journalistes, on était quelques journalistes à l'époque, et puis on lui dit, explique-nous comment on fait les simulations des rendez-vous, parce que les Russes faisaient des rendez-vous automatiques, déjà, avant. Et alors il nous dit, viens voir. Et on soulève un rideau noir, parce qu'il le cachait, et qu'est-ce que l'on voit? J'étais là avec un caméraman. Il y avait des maquettes, moi j'aimais beaucoup les maquettes, avec des câbles, je dis bien. Il n'y avait pas d'électro. Et sur un velours noir avec des caméras. Et le gars devant un écran voyait ce que voyait la caméra avec des maquettes qui se déplacent suspendues à des fils et tirées par des fils. Et c'est avec cela qu'ils ont fait leur premier rendez-vous automatique. Chapeau les Russes, de ce côté-là. Mais ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas la simulation. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu modéliser, faire les rendez-vous pour la Lune, etc. etc. Voilà, c'est pour votre rôle, mon cher, à vous deux. Alors j'en reviens. Donc la Lune, on l'a décrochée, on s'aperçoit, c'était une mobilisation de technologie, peut-être pas de la science, hein. Là on fait que c'est de la techno, mais très très belle technologie, ils ont fait la super fusée Saturne V, en 8 ans. Ça a coûté plus de 100 milliards de dollars, on sait pas. Ils ont réussi, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça a été limite. Ils avaient vraiment un miracle, je dirais même, mais ils l'ont réussi. Et puis voilà. Et puis la Lune, elle a déçu, parce que c'était toujours la même chose. Moi, j'étais à la télévision, je faisais les commentaires, mes premiers grands directs, et on s'est détourné. Et sur Apollo 11, la première, il y avait 4000 journalistes. La deuxième, Apollo 12, il y en avait déjà la moitié de moins, tu as connu cela. Et puis il y a eu Apollo 13, elle a pété. Alors là, plutôt relance de l'actualité. Et puis après, 15, 16, 17, la Jeep Lunet. Et puis là, les Américains ont dit, terminé, ça coûte, c'est fini. Hop, et on abandonne. Et on s'est détourné de la Lune, on l'a oublié. Ça ne présentait plus d'intérêt, et un intérêt scientifique tout de même, c'est relatif. Voilà, c'est tout. Alors on a fait quoi? On a tourné autour de la Terre, on a fait des stations spatiales. Pourquoi les Américains ont fait la station spatiale? Alors là, c'est une grande réussite technologique, mais de vous à moi, on va être très dur, mais ça ne sert absolument à rien d'avoir des mecs qui tournent là-haut, ils ne font pas de science, ils font des calipettes, ils font des photos, et surtout ils font des réparations à réparer les chiottes qui sont bouchées, enfin je parodie, la clim qui est en panne, changer les filtres, mettre de nouveaux panneaux solaires. Ils font de la maintenance, et ils font 2 heures de gym par jour, sinon ils vont avoir les chicken legs, c'est ce qu'on appelle les pattes de poulet. Bah oui, comme vous ne faites pas d'efforts avec les jambes, eh ben, elles diminuent, elles maigrissent, et les types ont le syndrome de ce qu'on appelle la chicken legs, les pattes de poulet. Quoi qu'ils fassent. C'est terrible. Voilà. Et donc, voilà, je parodie un peu pour qu'on se marre un peu, mais pour vous donner la lignée. Bon, réussite technique, ça marche, puis on s'aperçoit, eh ben, il ne se passe plus rien. Et la NASA, 40 000 mecs qui tournaient en rond, il est plus jour. On a fait les navettes. Alors, c'est une réussite technologique d'une complexité folle. Mais on s'est aperçu que, eh ben, on n'avait plus de fusée. Les Américains ont tourné le dos aux fusées, parce que c'était le lobby, enfin les navettes, c'était merveilleux, les navettes. C'était la bonne à tout faire de l'espace. Mais à quel prix? À quel prix? Et arrive M. Trump. Et M. Trump, America Great Day, il voyait que les Chinois montaient, qu'il y avait tout de même les Russes qui étaient tout de même présents, ils ne sont pas bons, que l'Inde qui monte un peu en puissance. Et puis, commence à émerger, je voudrais dire, une démocratisation de la technologie spatiale. C'est-à-dire qu'avant, c'était le monopole de la NASA, entreprise d'État. Le CNES en France, c'est l'État. La JAXA au Japon, c'est l'État. Et ne parlons pas des Russes, où là, c'est le militaire avec le civil. Et donc, cette technologie a commencé à diffuser. Et a commencé à émerger, ce qu'on appelle les start-up. Et est arrivé à un congrès, j'étais à Washington, tout l'aéropage du spatial des télécoms était réuni, et il y avait les orateurs, et
tout le monde costume cravate. Vous voyez, c'était très officiel, hein, parce qu'il y a beaucoup de pognon en jeu. Et un mec qui monte sur scène avec des baskets, un jean, un t-shirt. Il les regarde, personne ne le connaissait, un certain Elon Musk. On savait qu'il avait du pognon, on savait qu'il faisait des Tesla. Hein, je parodie un peu, j'aime bien qu'on se marre un peu, mais c'est authentique. Et il regarde la foule et il leur dit, là, vous tous qui êtes là, dans 10 ans, vous êtes morts. Stupéfaction. Attends, vous n'existerez plus. Il déconne, bon, passons à autre chose. Et ben, le type, il avait tout compris, il a eu du pognon, il en a plein, il est passionné par ça, il a compris la puissance de communication de l'outil que c'est, parce que ça fait monter les actions de Tesla, oui, c'est une stratégie, hein, c'est très fort. Et donc, il a pris sur étagère ce qui existait, il n'a rien inventé. Les moteurs qu'il a, c'est mon moteur, c'est la NASA qui a travaillé, qui les a mis au point, il les a adaptés. Il a pris les ingénieurs de la NASA, les meilleurs, qui foutaient plus rien, parce qu'ils s'emmerdaient, il n'y avait plus rien. Et il a fait une fusée simple et réutilisable. On travaille, une fusée, on travaille en emballage perdu. Non, on récupère. Et là, je me souviens, quand on avait les conférences de presse sur le spatial avec des confrères, on posait la question, monsieur, c'était l'aérospatial à l'époque, vous avez vu, les Américains, ils vont faire une fusée réutilisable. Mais allons, Chavalet, alors, voyons, nous, on lance des satellites. Ben, lui, il ne l'avait pas fait. Ça ne marchera jamais. Ben, le résultat, il a la moitié du marché mondial des lancements de satellites, avec les contrats américains, évidemment. Il a réussi son coup. Et maintenant, il s'est mis dans la course à la Lune, et on y arrive. Ben, il s'est dit, pourquoi pas? Parce qu'il a compris que si ça ne sert à rien d'aller sur la Lune de vous à moi, mais quel outil de communication! Et surtout, que derrière, ça pousse des coudes. Et notamment les Chinois, qui ont progressé. Les Chinois ont pris la technologie des Soyouz et autres des fusées russes et les ont améliorées intelligemment, parce qu'ils ont d'autres outils. Voilà. Et ils arrivent et ils ont fait une station spatiale, ils ont une fusée, ils ont le matériel, ils progressent pas à pas à la chinoise, inexorablement. Et là, ils ont un programme lunaire pour dans 10 ans. Et c'était là où j'y reviens. Trump a dit, oh là là, pas question qu'il retourne là-haut. La Lune, c'est nous, toujours. Nous sommes les premiers. Et on va y retourner. Et donc, voilà, aujourd'hui, vous le voyez, ça doit être le 17, je viens d'apprendre, qu'on va allumer la grosse fusée qu'il a fait, dément, qui est plus haute que le 2e étage de la Tour Eiffel, 9 mètres de diamètre, 30 moteurs à la base, un truc de fou. La fusée, on lui souhaite qu'elle ne pète pas au décollage. Il a l'argent, il en fera une 2e, une 3e, jusqu'au moment où il va réussir. Donc on va repartir sur la Lune, c'est sûr. À quoi ça va servir? C'est pas une opération scientifique, c'est une opération purement technologique, une opération de communication. Et c'est vrai que ça fait tourner l'industrie américaine, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Bon, j'ai un peu romancé les choses, d'accord. Alors justement, vous parliez d'Elon Musk. Je voudrais qu'on en parle. Peut-être qu'on en reparlera aussi au cours de la journée. On avait échangé avec Xavier. Les aspects éthiques et responsables, puisque Elon Musk, dans ses dernières déclarations, disait qu'il fallait se méfier de ces intelligences artificielles, que c'était le mal. On en discutait et voilà, vous parliez de comment rendre une intelligence artificielle éthique et responsable et comment faire pour que les dérives qu'on peut craindre, mais qui ne sont peut-être pas encore palpables, n'arrivent. Oui, c'est une question qui a bien entendu une grande importance, surtout dans les années qui vont arriver. C'est ce que je disais un petit peu au début. Il faut savoir mes propos vont être simplistes, mais une intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence humaine et ce n'est pas intelligent. Ce sont des, pour simplifier, c'est de l'informatique et des maths qu'il y a derrière. Donc il n'y a pas de raisonnement humain ou de pensée humaine. J'aimerais démystifier ça parce que souvent, ce qu'on peut voir dans certaines conférences ou dans certains propos, induire qu'il y aurait quelque chose qui serait un petit peu... Non, c'est pas très intelligent. C'est des très gros, ce qu'on appelle des réseaux de neurones qui ont plein de paramètres, etc. Et ça se gère.
Ok. Donc, je le disais au début, une des démarches qui est importante, c'est quelles sont les données que vous mettez à l'intérieur de ces systèmes d'intelligence artificielle. Et je disais tout à l'heure, c'est forcément, si vous mettez des données qui proviennent de Twitter, vous allez forcément créer une IA qui va avoir des biais, des jugements sociaux, des choses qui vont sortir, qui ne vont pas être forcément en accord avec les valeurs que l'on peut avoir. Donc l'approche que l'on a, elle est, on veut rendre des IA expertes dans un domaine et, et c'est important de la cantonner à ça, c'est-à-dire de l'utiliser parce que on a un besoin. Et le besoin, il est simple. Si vous prenez un chercheur, par exemple, des publications scientifiques, il y en a des milliers et des milliers par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chercheur n'a pas la capacité humaine à lire toutes ces publications-là. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il a besoin d'une assistance qui va permettre d'analyser toute cette donnée, de lui donner des résumés, de lui donner les sources de ces publications-là ou de ces informations-là. J'insiste sur le mot source parce que ça va être évidemment un gros problème qui va arriver dans les années qui arrivent. C'est-à-dire quand vous utilisez une intelligence artificielle et qu'elle vous produit quelque chose et que vous n'avez pas les sources, vous avez du mal un peu à savoir d'où ça vient, pourquoi, est-ce qu'il y a vraiment une création derrière, etc. Donc ce qui est injecté et la manière dont on utilise l'intelligence artificielle va compter énormément. Mais le message principal, c'est que ce nouveau type d'intelligence artificielle a tellement de paramètres. Si je prends l'exemple d'OpenAI, on parle de 190 milliards de paramètres. Donc là aussi, un humain n'a pas capacité à aller chercher dans ces paramètres-là pour changer les poids du modèle, éviter les biais, etc. Donc là, il va falloir aussi utiliser des intelligences artificielles pour nous aider à gérer ça. Donc on voit qu'il y a un vrai souci. Alors, chez IBM, on a l'habitude de ça pour une raison simple, c'est qu'on travaille depuis très longtemps avec des entreprises ou des instituts de recherche. On automatise un certain nombre de processus métiers, par exemple. On ne peut pas se permettre qu'un de nos clients, par exemple, utilise de l'intelligence artificielle et que derrière, il y ait quelque chose qui se passe mal. Je prends l'exemple de la sécurité. On automatise les attaques de cybersécurité dans les entreprises. S'il y a une attaque qui se passe mal et que tout un système est planté, on ne peut pas se le permettre. Donc on essaye de faire attention à ça. Et l'autre chose aussi, c'est le comportement. C'est-à-dire, qu'est-ce que, en tant qu'institution, vous faites pour une utilisation de l'IA qui est éthique? Je m'explique. Quand vous regardez certains pays faire de la reconnaissance faciale et noter leurs citoyens, parce qu'ils n'ont pas traversé sur le passage piéton ou qu'ils ont un acte qui n'est pas en accord avec ce que l'État, bon, pour nous, en France, c'est impensable. Donc, quand vous êtes une entreprise ou une institution qui fait de l'IA, par exemple, IBM s'est positionné en disant « Nous arrêtons le développement sur la reconnaissance faciale, donc l'utilisation d'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale. » Et puis, il y a ce que vous faites avec les données. Est-ce que quand vous travaillez, par exemple, avec des entreprises, il y a des institutions qui vont travailler avec leurs clients, qui vont prendre la donnée et qui vont alimenter leur propre système d'intelligence artificielle pour peut-être faire d'autres business ou des business comparables. Donc, par exemple, chez IBM, on dit non, la donnée que l'on utilise, elle appartient à nos clients, elle reste à nos clients. C'est une notion qui ne parle pas beaucoup, je dirais, au grand public, mais il y a une raison à ça, c'est qu'il y a des données qui sont des données bancaires, et notre vie est dans les données bancaires. Notre vie est dans les données que vous avez de la santé. Notre vie est dans les données, dans les impôts que vous payez. Et donc, toute cette donnée-là, si elle est éparpillée, traitée un peu n'importe comment, il peut y avoir un vrai danger. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais alors ça ne concerne pas IBM parce qu'on travaille avec des entreprises essentiellement, mais si vous avez des entreprises qui travaillent avec le grand public, sachez que vous êtes vous-même en train d'alimenter des systèmes d'intelligence artificielle. Quand vous allez sur votre messagerie et que vous rentrez votre mot de passe et qu'on vous demande de choisir les images, si ça correspond à des signaux ou des montagnes, vous voyez ce que je veux dire? Bon, en fait, vous faites de la classification de données pour une entreprise. Voilà. Donc, je dirais que la bataille de la donnée personnelle, elle est heureusement en Europe, on est quand même beaucoup mieux protégé. Mais en fait,
pourquoi j'ai donné un peu tous ces exemples-là, c'est que finalement, l'IA, elle est ce qu'on veut en faire. Il n'y a que nous qui décidons de ce que peuvent faire les IA ou pas. C'est pour ça que Elon Musk, et il y en a d'autres, hein, il y a vraiment des Turing et des Mayfields là-dedans qui disent attention, c'est important d'avoir une utilisation de l'IA qui est éthique, qui est transparente et qui permet de gérer des vrais problèmes qu'on en a mentionnés au début et non pas d'autres choses qui n'auraient pas d'intérêt ou qui menaceraient d'une quelconque façon. Donc oui, il y a besoin de ça. Oui, mais c'est le même Elon Musk qui a racheté Twitter. Enfin, il y a un double langage. C'est le pompier, vous savez, le pyromane pompier, le pompier pyromane. C'est un peu ça. C'est que finalement, on crée des technologies qui doivent être même régulées. Donc lui, oui, c'est vrai qu'il est un peu spécial dans cet univers-là. Ça, vous avez parlé de Neuralink aussi, nous mettre une puce dans le cerveau aussi quand même. Oui. Il est chargé le garçon quand même. Oui, c'est ça, pour faire exploser aussi, pour oui, mourir oui. pour de vrai. Disons que c'est un cas un peu particulier, ouais, c'est clair. Et sur ce sujet, Oriane, on en avait parlé aussi sur... effectivement, on prévoit, par exemple, on programme une application pour une utilisation donnée, et puis on peut peut-être les détourner. Il peut y avoir des mauvais usages. Je vous en parlais, par exemple, d'un capteur de glycémie qui, au départ, était destiné aux diabétiques pour surveiller leur diabète, et puis qui, finalement, aujourd'hui, est détourné sur les réseaux sociaux par des influenceuses qui prônent l'utilisation de ce capteur pour perdre du poids dans des schémas complètement incontrôlés. Donc c'était aussi un peu votre discours de dire que les applications ne remplacent pas les médecins ne remplacent... Et qu'en fait, l'idée, c'est aussi de travailler en bonne intelligence, pas artificielle pour le coup, mais... Oui, quand on en avait discuté, j'avais regardé justement effectivement que les influenceurs utilisaient ces éléments pour le diabète. Et j'ai regardé aussi s'il n'y avait pas eu des détournements positifs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient détourné une assistance vocale qu'on connaît tous, qui est Siri, sur le téléphone, pour travailler l'intelligibilité de patients. Et en fait, les patients avaient Siri et travaillaient, donc c'était des patients qui avaient des déficits intellectuels, travaillaient leur intelligibilité. Ils avaient fait ce qu'on appelle un essai randomisé contrôlé. Certains l'avaient, certains ne l'avaient pas. Donc il y avait un groupe contrôle qui n'avait pas l'assistance vocale. Et en fait, il y avait une amélioration. Mais le problème, ça signifie que on peut le détourner positivement, mais qu'est-ce qui fait la différence dans cette publication? Pourquoi aussi c'est efficace? Je pense que c'est le biais de contexte. C'est-à-dire que pris dans le cadre d'une recherche clinique, il y a quand même, d'une façon ou d'une autre, une supervision par un chercheur et par un clinicien. Et c'est pour ça que moi, je prône l'application supervisée, parce que, pareil, là, on travaille beaucoup sur les certifications. Il y a la norme ISO 82304 qui est sortie pour tout ce qui est application mobile en santé. C'était l'année dernière. Il y a un projet, qui est un gros projet, qui s'appelle Horizon Europe, qui a commencé là, en 2022 pour prôner cette certification et ce nouveau label européen pour être sûr d'avoir on va dire des applications mobiles certifiées de qualité. Parce qu'on avait ce souci où le problème dans les applications mobiles sur la santé, c'est que vous avez trop de critères. Parce que vous avez forcément, on l'a dit, beaucoup d'intervenants différents. Donc l'ingénieur, lui, ce qui l'intéresse, ou le développeur, c'est tout ce qui est côté design digital. Donc ça va être sa qualité. L'usager, lui, sa qualité, ça va être de ne pas récupérer ses données de santé, pas récupérer trop de données confidentielles. Et le clinicien, le médecin, le chercheur, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une méthodologie qui montre une efficacité. Donc d'avoir, comme on dit, des ERC, même si ce n'est pas sur du suivi longitudinal. Donc au final, il y a beaucoup de critères, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur ces critères, sur ces tonnes de labels et de certifications pour essayer d'en faire quelque chose d'homogène. Mais je pense qu'on a oublié aussi que, selon moi, la clé pour les applications en santé, c'est l'aspect supervisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé aussi de donner toutes les applications en pleine autonomie. On peut très bien faire une supervision par un acte de santé, mais le problème, il est où actuellement? C'est que si on donne une application à un patient, et après on a besoin, nous, d'aller vérifier ce qui se passe sur l'application, de pouvoir guider le patient. Ce temps-là, il n'est pas coté, ce n'est pas un acte médical. Donc le médecin, est-ce que ça l'intéresse vraiment, ou est-ce qu'il n'y aura pas aussi la perte, lui, en tout cas dans son activité? On peut se poser la question. Je pense que tous ces côtés de certification sont intéressants, mais il faut aussi que ça soit généralisé
dans la compréhension et dans le système de santé. Et tant qu'on n'a pas aussi des actes de santé, mais c'est comme la collaboration interprofessionnelle, tout le temps qu'on va passer à discuter avec des collègues, il faut qu'il y ait aussi un moment donné où ça soit acté comme une donnée de santé, comme un acte de santé. Et je pense que la supervision, ça évite ce détournement, ou ça peut même permettre des détournements positifs, parce que ça va être encadré pour s'assurer qu'il y ait une efficacité pour le patient et pour que justement ça soit positif et pas négatif et pour des choses qui sont un risque pour la santé. Je voulais intervenir là-dessus. J'aime bien le mot supervisé parce que ça me fait penser à votre exemple d'Elon Musk. Il faut savoir que Elon Musk a rien inventé sur l'implantation d'électrodes dans le cerveau. Il y a un professeur grenoblois qui s'appelle Halim Louis Benabid, français, qui a inventé une technique qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire qu'il a implanté des électrodes très profondément dans le cerveau, dans des noyaux gris du cerveau, pour traiter un certain nombre de pathologies comme le tremblement essentiel. Et ensuite, ça a dérivé sur la maladie de Parkinson, la dystonie, tout ce qui est mouvements anormaux et même certaines maladies psychiatriques. Et ça date de mémoire dans les années 80, à peu près par là. Et donc, il a inventé, alors il n'a pas inventé une technologie, mais il a utilisé une technologie pour sauver des patients, concrètement. D'accord ? Et puis, quelqu'un d'autre a repris un petit peu ces idées-là d'électrodes de stimulation, etc., pour se dire, je vais mettre des puces dans le cerveau humain pour augmenter l'intelligence, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, ça va être dangereux, etc. Un autre discours, mais vous voyez que la supervision, c'est important. C'est-à-dire que quand on invente une technologie, quelle qu'elle soit, on peut parler du nucléaire, hein, le nucléaire, c'est de l'électricité ou c'est une bombe. Donc, quelle que soit en fait la technologie, si elle n'est pas supervisée, il y aura toujours quelqu'un qui aura une autre idée que purement bienveillante, on va dire. L'idée initiale. Je vois que le temps file, j'avais des questions, mais je pense que l'idée aussi, c'était qu'il y ait quelques petites interactions avec vous, public. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent ou pas, sinon on vous en donne un. C'est à la fois une question et un commentaire. Je pense qu'on je vais faire plaisir à M. Orduroux en reprenant ce qu'a dit Michel Chevalet. Donc, finalement, l'évolution des technologies, quand on prend l'espace, Michel a très bien vu l'espace, on aurait pu prendre les ordinateurs, on aurait pu n'importe quoi, on voit qu'il y a des hommes et de l'argent. Alors d'abord, il y a des hommes qui disent on peut faire des choses et qui demandent de l'argent. Ils demandent de l'argent à l'État, aux États. Bon, et puis... ils font la NASA, ils font le CNES, ça commence comme ça. Puis ensuite, qu'est-ce que fait l'État? Alors, dans l'État russe, lorsque les Russes ont voulu faire un peu d'argent avec les technologies, ils ont dit non, ça ne se fait pas. Et l'ensemble du sommeil russe, c'est essentiellement le fait qu'ils n'ont pas voulu faire les consoles de jeux. Et la console de jeu, c'était la manière de faire de l'argent avec ce qu'on était en train de faire. Et bien sûr, l'ensemble du monde occidental l'a fait, et ça a développé énormément le secteur. Et puis ensuite, on s'endort, c'est-à-dire que les grandes structures qui sont étatiques ne prennent pas les meilleurs, parce qu'à côté, il y a des gens qui sont en train de faire de l'argent avec les trucs qui viennent de se faire. Par conséquent, tout le monde, on a une sorte de conformisme qui ne permet plus le développement, et qu'on est en train de voir effectivement au spatial européen, si on veut, hein, et qu'on a vu à la NASA. Et à ce moment-là, il y a des gens qui arrivent et qui disent ben, avec ça, je vais faire quelque chose, et je vais me remettre à gagner encore plus d'argent, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc il y a une relation entre les hommes et l'argent, et les utilisations a priori périphériques des technologies qui sont en train de se faire, mais qui sont développées extrêmement vite, parce qu'on a soit du jeu, soit des utilisations qu'on n'imaginait pas, et c'est comme ça. Et à ce moment-là, les grands du futur, ils ne se mettent plus dans les structures étatiques parce qu'ils s'emmerdent, et par conséquent, ils partent dans ceux qui font des bidules, qui vont
faire des choses extraordinaires. Voilà, donc c'est la complément historique de Michel Chevalier. On est des vieux briscards, donc on a vu une vie parallèle. Et c'est finalement ce qu'on a vu. Excusez-moi. D'ailleurs, c'est Space Invader qui a financé la conquête spatiale. Le jeu Space Invader, que tout le monde connaît, ça a été la première console justement qui a financé la conquête. Alors, je crois qu'il y avait une question là, c'est ça? Bonjour, Dominique Leglu, je suis la directrice éditoriale de Sciences et Avenir. Merci à Michel de ne pas arrêter de nous faire de la pub. Je voulais compléter ce que disait Loïc Le Floch-Prigent. Et c'est une question aussi, mais vous parliez des hommes et des États. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est les très grandes, ou les très grands, monsieur IBM peut-être, mais c'est Google, Amazon, etc. Est-ce que, enfin, ce qu'on entend, c'est qu'eux-mêmes peuvent être en train de squeezer, d'appauvrir, de ralentir l'innovation. Et en fait, avec ChatGPT, dont on a beaucoup parlé, dont tout le monde parle, qui est donc de l'IA sur ces grands modèles de langage, c'est une petite... Alors, Elon Musk avait mis des sous, mais il s'en est retiré. Peut-être qu'il se mord les doigts. Il s'en est retiré, c'est pour ça qu'il râle, parce que oui, ça marche. Ça. Mais il nous a fait le même coup en 2016 avec les voitures. Hein. Il était contre l'IA. Puis finalement, avec Jensen, le patron d'NVIDIA, il s'est dit il y a peut-être un truc à creuser. Il est revenu dans le giron. Et là, en 2018, quand il quitte justement OpenAI, dans lequel il a mis 100 millions de dollars, maintenant qu'il est parti, il peut que râler, quoi. Donc il veut ralentir le truc pour rattraper le retard, mais c'est trop tard, c'est fini. Donc ma question, c'est comment vous voyez ces équilibres se faire? En fait, c'est en permanence des déséquilibres à rééquilibrer État, grandes compagnies, petites start-up, moyennes entreprises, etc. Alors, nous, en fait, on vit en plein dedans. Donc, moi, je suis français, mais les fonds viennent des États-Unis. Hein. J'ai vécu 15 ans aux États-Unis et mes associés ont créé Microsoft Gaming. Donc, je suis vraiment dans cette époque-là. Donc, en fait, c'est toujours un aller-retour entre les grands groupes, et un peu comme les médias mainstream, et puis les plus petits, comme tu connais très bien. Et en fait, on fait des allers-retours entre les deux mondes. En fait, tant qu'on n'a pas une grosse entreprise, par exemple IBM, il n'y aurait pas eu de Microsoft sans IBM, clairement. Voilà, c'est réglé. Donc on a toujours besoin d'une petite boîte qui est accompagnée d'une grosse boîte. Nous, la particularité, c'est qu'on a aussi les universités. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un consensus. Donc si vous regardez, j'ai pas mal de publications scientifiques dans les années 2000. J'ai toujours fait des choses en fait avec de l'éthique derrière, donc l'INSERM éthique et tout ça, parce que quand on développe des choses, il y a des datas, il y a des impacts aussi sur la société. Des fois, on va trouver quelque chose qui peut être mal interprété, notamment sur le genre ou sur évoquer certaines thèses racistes, par exemple. Vous avez quand même M. Broca qui avait écrit que les femmes étaient moins intelligentes que l'homme, et ça s'entendait bien parce que son cerveau était plus léger, quoi. Donc on part de très loin, vous voyez. Donc le père des neurosciences, enfin la neurobiologie qui écrit ça, c'est dur. Donc même les scientifiques peuvent dire des bêtises, mais il faut aller sur un consensus. C'est pareil pour l'industrie. Au bout d'un moment, dans les usages, il va y avoir une sorte d'amélioration. Mais c'est parce que vous avez la meilleure technologie du monde que vous allez survivre. Il y a plein de technos qui sont géniaux, je ne parle pas du Minitel, je plaisante, mais clairement, il y a des technos qui montent et puis qui s'en vont, et voilà. Et c'est darwinien. Donc nous, en fait, pour qu'on puisse être accompagnés, il faut qu'il y ait un consensus, il faut que les gens embarquent. Autre chose par rapport à la technologie, il y a un petit truc que vous pouvez retenir, c'est une histoire que tout le monde a entendue. C'est un petit Indien qui fait des cauchemars la nuit, il a deux loups qui se battent, un qui est bon et un qui est mauvais. Alors il va voir le chef du village et il dit écoute, là, je fais ces cauchemars, je ne sais pas quel loup va gagner. Alors qu'est-ce que lui dit le chef du village? Il dit ça dépend de celui que tu vas nourrir. Tout simplement. Donc les usages que vous avez tous les jours de votre IA, quand vous allez sur Facebook, vous entraînez votre IA. Donc ayez des posts bienveillants, ayez des messages bienveillants. C'est comme ça que vous allez entraîner l'IA. Ça commence déjà par ça. Au même titre que vous éduquez vos enfants. Quand on programme un logiciel dans les années 80, c'est du séquentiel. Hein. Donc quand il y a un bug quelque part, on va dans la ligne qui a planté et c'est facile. Avec de l'IA, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas où est le problème. Donc il faut une deuxième IA à côté pour dire qu'est-ce qu'il a fait ou comment. Voilà. Les IA, en fait, entre elles, en 2016, il y avait des IA qui avaient créé un langage à elles pour se comprendre. Et c'était au niveau du langage. Donc, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre le français, je vais apprendre l'allemand. Et ça se passe exactement comme un enfant de 4 ans. C'est que si vous prenez un enfant, moi j'en ai un comme ça qui parle 3 langues, première langue, ça se passe pas trop mal. Deuxième langue, c'est catastrophique. La troisième langue, les deux autres langues s'améliorent à partir de 4-5 ans. En IA, c'est pareil. Vous apprenez une langue à une IA, une deuxième, ça se passe pas très bien. La troisième, ça marche mieux. Il y a des processus émergents qu'on ne comprend pas très bien, mais qui sont opérationnels. Donc, dans l'apprentissage et dans tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, il faut toujours être bienveillant et avoir une bonne intention.
Et c'est ton travail, c'est le travail un petit peu de ce qu'on fait ici, c'est de se dire, effectivement, c'est des choses qui vont nous superviser plus tard, hein, si on gère pas le truc avant. Voilà. Alors je vois que le temps file très vite, mais il y avait une question, peut-être une toute dernière ou deux dernières questions, mais rapidement, parce que je vais être assez rapide et ça va être plus un commentaire qu'une question. Je voudrais rebondir sur ce que disait M. Vasquez. Alors d'abord, ça me fait très plaisir de voir un printemps des technologies. Ça veut dire qu'on peut être à la fois technophile sans être technolâtre. Et je crois que ça, c'est très important. Le cas que donnait M. Vasquez, je voudrais en reparler, c'est le cas du professeur Benhabib. Il faut que vous sachiez que ce très grand scientifique qui a beaucoup travaillé pour soigner des gens, depuis 15 ans, ne peut pas donner un séminaire parce qu'il y a toujours des activistes au fond de la salle qui viennent expliquer que les nanotechnologies sont dangereuses, que machin, que truc, que chose. Alors je voudrais juste citer, pour les gens qui sont dans la salle, je suppose que vous êtes tous technophiles et sans être technolâtres, il y a quelqu'un qui a dit que le progrès souffrait moins de la perversité de ses ennemis que de la lâcheté de ses amis. Merci. Merci beaucoup. Allez, je vais prendre une dernière question et après on va être obligé de conclure pour ne pas prendre de retard dès le début de la journée, sinon à 22h vous y serez tous encore. Oui, bonjour. Je voudrais apporter un témoignage sur le midi-5. Il se trouve que j'ai fait partie des 3 premiers utilisateurs du Minitel, l'expérience Vélizy, et qu'à l'époque, on allait chercher beaucoup d'informations au niveau des États-Unis. Donc j'ai été reçu par le conseiller du président. Et moi, j'allais chercher des informations. Et en fait, on a passé 3 heures à discuter du Minitel, cette magnifique invention. Et on a parlé aussi des réseaux unifiés de télécommunications. Et en fait, malheureusement, nous étions pionniers en la matière et ça a été développé aux États-Unis. Il se trouve que dans la même semaine, j'en parlais à Mme Bréchignac, je suis allé visiter une société qui s'appelait C-Cube, où il y avait les premiers téléviseurs numériques. Et j'ai pu discuter très largement, puisqu'en fait, l'inventeur, c'était un Français. Et donc, en une semaine, je me suis dit, tiens, c'est dommage. En fait, on a beaucoup d'idées, mais tous les développements vont se faire à l'extérieur. Et comme aujourd'hui, c'est le printemps de la technologie, espérons que ça va être un signe de renaissance et d'accompagnement, justement, des sciences et des capacités, notamment françaises. Merci beaucoup. Merci, monsieur Michel Chevalet. Vous êtes pour moi un tuteur. Mais attends, ce que vous dites, on va baisser la journée. Enfin, dans les grands ratages, tout de même, ça me fait la peine. On va pas finir sur un ratage, Michel. Mais le grand ratage, ça a été tout de même le téléphone cellulaire. Voilà. Bon. Alors, avant de finir sur un ratage, dites-nous quel était le grand succès français. Mais il y en a. Enfin, il y en a. Là, j'ai fait un article sur la muonique, c'est-à-dire à l'aide de muons de ces particules qui traversent la pierre. On a fait la radiographie de la pyramide de Khéops et on a trouvé des choses. Et maintenant, on va faire les radiographies des centrales nucléaires de l'extérieur, la radiographie des volcans pour savoir où est le magma à l'intérieur d'un volcan. Je ne vais pas faire un trou et aller dedans. Et ben, avec les caméras du CEA montées par les Français, muoniques, on va avoir une radiographie. Bon, il faut instrumenter, mais c'est génial. Voilà, ça, c'est un gros succès. Voilà, parfait. Restons sur du positif. Merci à tous nos invités. Merci à vous. Je vous propose, comme il y a un espace démo, que vous puissiez tester 3D Verse, que vous puissiez tester les applications sensorialité. Et on se retrouve d'ici 10 minutes.